C'est maintenant le temps de retourner en arrière et revisiter les jeux de l'an passé. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour ce segment throwback de décembre 2020. Alors décembre 2020, oui, ce n'est pas une erreur, c'est d'ailleurs le but du segment parce que je retourne un an en arrière, revisiter les jeux que j'ai acquis et je vous donne mon avis un an après. Parce que vous le savez, souvent, lorsqu'on acquiert des jeux, on a toujours la petite lune de miel ludique, mais ça fait du bien d'avoir un avis avec un peu de distance. Alors je commence immédiatement avec le seul jeu qui ne fait plus partie de ma collection, donc il y en a un seul et c'est le jeu Mint Coopérative. Et là, je vous le cacherai pas, la série Mint a tellement à offrir, des jeux dans une petite boîte comme de menthe, littéralement. Donc, c'est vraiment des jeux qui misent avec un matériel minimaliste, mais qui ont de très, très bonnes idées. Donc, j'avais essayé les premiers, où je les avais trouvés corrects, et je m'étais dit, ah tiens, Mint Coopérative, avec un petit thème de super-héros. Le jeu a été un échec cuisant. Le jeu a été vraiment, vraiment très ordinaire. J'ai joué et je me suis rapidement débarrassé de ma copie. Les règles étaient tellement floues, pas claires, et j'ai trouvé le jeu plutôt médiocre. C'est dommage parce que la série a de bonnes idées, mais là, je pense que, un peu comme les Tiny Epic, je pense que j'ai fini par me rendre compte que c'était peut-être pas nécessairement juste pour moi. Je continue avec les jeux qui sont encore dans ma collection. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup qui ont quitté. Dans ceux-là, il y a le jeu, en fait, la série de jeux Unmatched. Merci Jeff Savoie de m'avoir échangé ces jeux-là parce que c'est une véritable merveille. Donc pour ceux-là qui ne savent pas, la série Unmatched est une série de plusieurs jeux qui sont tous compatibles. Ce sont des jeux où on va devoir affronter un adversaire, donc soit en 1 contre 1 ou on peut jouer également en équipe 2 contre 2 et on va devoir justement vaincre l'autre joueur. Donc c'est un petit côté de combat tactique, mais ce qui est intéressant, c'est les propriétés intellectuelles qui sont utilisées. Et là, ils vont ratisser tellement large. Une des séries que je préfère est Buffy. Donc il y a la série Buffy, mais on peut également jouer avec des personnages de Jurassic Park. Il y a également Cobble and Fog, où on a plein de personnages mythiques, des choses comme ça. On a Dracula, on a Sherlock Holmes. On peut avoir accès à une tonne de personnages différents. Et comme si c'était pas assez, Marvel va se mélanger à ça très très bientôt avec une série qui va sortir. Il y a déjà Deadpool qui est sorti. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ces jeux-là sont vraiment super? C'est que les jeux sont très intéressants. Le joueur va prendre et chaque joueur va jouer de manière complètement différente. Ça fait en sorte que il y a un challenge très intéressant à jouer différents types de personnages. Un des personnages que j'aime beaucoup est d'ailleurs le petit chaperon rouge. C'est drôle de l'avoir, mais lui, il a un système avec la défausse qui est très très intéressant. Mais ce qui fait en sorte que tous les personnages sont très asymétriques, c'est vraiment ça. Ils ont toutes leurs petites twists, leurs petites choses comme ça. Et j'ai trouvé que le type de jeu, le système de jeu marchait très bien. Donc, c'est un système avec des cartes. Donc là, il n'y a pas de dés. On va simplement jouer des cartes d'attaque, des cartes de défense comme ça. Et j'ai trouvé que les parties étaient tellement agréables. Encore un gros plus, ma fille de 9 ans adore ce jeu-là et j'aime beaucoup ça, jouer avec elle. Donc, c'est vraiment une série que je regarde et je continue d'acquérir les extensions parce que Unmatched est vraiment, vraiment génial. Je continue avec un jeu qui s'appelle Dune Imperium. Hein. Vous avez peut-être entendu parler de ce jeu-là. Ça a été un peu un gros buzz pendant l'année. Donc, c'est certain avec le film Dune qui est également sorti, ça leur donnait un petit boost au jeu parce que bon, quand le jeu était sorti, le film était supposé de sortir en même temps, ça finit par être délayé. Premièrement, je tiens à vous le mentionner, je connais pas vraiment la franchise Dune, j'ai même pas encore vu le film, je sais, je devrais aller le voir et j'ai pas lu les livres non plus, donc honte à moi. Mais pour moi, Dune Imperium, je l'ai pris puis j'ai trouvé que le jeu est intéressant, mais j'ai trouvé que le jeu a un très gros buzz. Et là, je suis un des rares qui est pas totalement enchanté par le jeu. J'ai aimé mes parties, mais il y a des parties qui sont tombées un peu à plat. Le système de marché qui se rafraîchit pas. Donc lorsqu'on joue en multijoueur, il y a un marché, une rivière de cartes, et si les cartes sont pas altérées de ça, ça se peut qu'on reste pris avec des cartes qui ont une valeur beaucoup trop élevée. Donc il y a certaines parties que j'ai jouées que les premiers rounds, ça faisait en sorte que malheureusement on était bloqué. Donc ce qui est intéressant par exemple, c'est que le jeu rallie un mélange de deck building et de placement d'ouvriers. Donc on va placer nos ouvriers et la gestion de cartes qu'on va faire. Alors pour placer un ouvrier, il va falloir jouer une carte qui va avoir un des bons icônes pour pouvoir aller placer nos personnages sur le plateau. Donc, c'est une petite twist très intéressante. Et avec ça vient un système de confrontation qu'il va avoir parce qu'à la fin de chacun des rounds, on va placer une présence militaire. Il va avoir une espèce de contrôle de territoire. Le joueur qui a une présence militaire plus poussée va remporter habituellement le conflit. Et souvent, ça va être des points de victoire parce que c'est une course aux points de victoire qu'on va faire. Donc, encore une fois, je sais que le jeu est très populaire. C'est pas un mauvais jeu pour autant, mais je pense que, je sais pas, hein, parce que le jeu a été également comparé au prochain jeu que je vais vous parler, Les Ruines perdues de Narak. Et là, les deux jeux, malgré le fait qu'ils soient différents, les deux utilisent quand même aussi un placement d'ouvriers avec un côté deck building. Ça reste deux jeux bien différents, mais ils ont souvent été comparés parce qu'ils sont sortis à peu près en même temps et les deux jeux ont eu quand même un assez bon buzz.
Pour ma part, je préfère Narak. La présentation, donc c'est très Indiana Jones, le thème est très présent de Indiana Jones, donc on est dans les films un peu plus rétro, mais j'ai trouvé que le matériel est super beau et le jeu est vraiment, vraiment intéressant. On a plusieurs choses à faire, donc on va devoir explorer, mais également s'occuper de la piste de recherche, mais là, on n'aura pas le temps de tout faire, là, il va falloir acheter des cartes et le jeu est fait en seulement 5 tours. Donc au départ, on a vraiment l'impression que, ok, j'aurai vraiment pas le temps de rien faire, et là, rendu au tour 3, là, ça débloque et on réussit à faire des petites combines qui vont nous faire avancer. J'ai trouvé que le jeu offre beaucoup de choses intéressantes. C'est un jeu qui est également accessible. Le mode solo est très très bien et ça reste un jeu qui a une belle présence sur la table. Donc toutes mes parties à date, j'ai eu toujours beaucoup de plaisir. Donc c'est les ruines de Narak. D'ailleurs, j'ai très hâte, une extension est exposée de s'en venir. Je continue avec le jeu Moonrakers. Alors Moonrakers est un jeu que j'avais très hâte de jouer, est un jeu très intéressant qui mise beaucoup sur l'interaction entre les joueurs. Et là, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer vraiment. J'ai joué une partie en solo et le jeu brille vraiment à être joué à 3 ou 4 joueurs parce que dans Moonrakers, on va devoir tenter de faire des missions. Et là, les missions vont être faites en demandant à d'autres joueurs de venir nous aider. Et là, il y a un système d'icônes qu'on va devoir jouer pour compléter les missions. Et là, certaines cartes vont nous donner d'autres actions. Et là, il va falloir placer différentes choses comme ça, différentes cartes. Et là, le jeu mise vraiment sur une interaction de négociation qu'on va faire avec les autres joueurs. Parce qu'on va pouvoir négocier des rewards qu'on va avoir, donc les bonus qu'on va avoir, des différentes quêtes comme ça. On va pouvoir les partager avec les autres joueurs. Un jeu qui est très élégant, mais que j'ai très hâte de jouer. J'ai simplement joué une partie, je l'ai reçu. J'ai joué rapidement en solo. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je rejoue à plusieurs joueurs. Et malheureusement, ça n'a pas donné que je rejoue. Ceci dit, j'ai très hâte de le réessayer. Le prochain jeu que je vais vous parler est l'Ascension de Thanos. Alors, Thanos Rising. Il s'agit d'un jeu coopératif où les joueurs vont devoir être ensemble pour essayer de vaincre Thanos. C'est un jeu très familial, on se le cachera pas, basé beaucoup sur le hasard. Donc, les dés qu'on va brasser les dés avec les combinaisons de dés, on va pouvoir acheter différentes cartes qui vont nous donner des nouveaux pouvoirs comme ça. Et si la partie part mal, ça se peut que ça se termine assez rapidement. Ceci dit, c'est un jeu que j'ai vraiment aimé en famille. C'est un jeu très léger, on s'entend, très chaotique. Ça se peut qu'il y ait des parties qui aillent complètement mal, d'autres complètement bien, et ça va varier selon les dés, littéralement les valeurs de dés qu'on va avoir. Et si on part bien, on risque de se faire une partie très intéressante. Ça reste un jeu léger, c'est pas mon premier choix, mais c'est un jeu que les enfants demandent à jouer de temps en temps. Et pourquoi pas, c'est dans l'univers de Marvel. Ça me fait pas trop de tort. C'est un monde que j'adore et c'est certain que si jamais vous aimez ça également, ce concept-là, il est disponible avec différentes choses. Avec l'univers de Star Wars, il y a également Batman. Donc, ils ont décidé d'adapter le jeu à plusieurs thèmes populaires. Le prochain jeu que je veux vous parler, il s'agit de Blitzball. Alors Blitzball est un jeu un peu méconnu parce qu'il n'est pas vraiment en vente ici au Canada. Je sais que c'est un jeu avec une distribution très limitée et c'est un jeu de l'univers de Games Workshop. Alors Games Workshop, Warhammer, vous le savez. Alors il existe un jeu qui s'appelle Blood Bowl. Donc Blood Bowl est un jeu de football extrême de l'univers de Warhammer et c'est un jeu qui peut être très long. C'est un jeu qui va être misé sur des ligues, beaucoup de règles, des choses comme ça. Donc, lorsqu'ils ont décidé de faire Blitzball, ils ont fait une version simplifiée. Donc, les joueurs de Blood Bowl vont probablement se dire « Ah, Blitzball, hein, il n'y a rien dans ce jeu-là, il manque tellement de choses. » Eh bien oui, il manque beaucoup de choses, mais ça fait en sorte que c'est un jeu qui est facile à montrer et surtout rapide à jouer. Parce qu'au lieu d'une partie de 2h, 2h30, les parties de Blitzball vont probablement durer environ 30 à 45 minutes. Donc c'est un jeu de football extrême, on va devoir essayer de prendre le ballon, de faire des passes de toucher, mais également de faire mal à l'adversaire. Et le jeu fonctionne avec un système de points, donc un peu basé sur le football américain, mais principalement, ça va être des objectifs qu'on va devoir faire. Donc les joueurs vont avoir différents jeux, qui vont pouvoir avoir différentes actions qu'ils vont faire, et selon les actions qu'ils vont réaliser, ils vont compléter certains objectifs. Donc, exemple, si un objectif est de blesser un autre joueur, donc on va essayer de blesser. L'autre objectif, c'est de réussir à faire une passe. Parfait, excellent, on va faire des points. Donc, comme ça. Donc, le jeu va rouler et lorsqu'il n'y aura plus de cartes objectifs comme ça, la partie va se terminer. Ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces objectifs-là va nous donner un pouvoir spécial qui va nous pouvoir permettre de briser les règles. Donc, on va avoir des actions supplémentaires, des bonus sur nos dés et ainsi de suite. Pour ma part, j'ai vraiment aimé ce jeu-là et je l'aime beaucoup parce que justement, c'est un jeu qui est pas trop compliqué. Donc, oui, il y a des miniatures, il faut monter nos miniatures, mais c'est un jeu qui est très léger. C'est un jeu qui est très arcade, je dirais. Donc, c'est vraiment là, on brasse des dés, on essaye de battre l'adversaire. Ça se peut, on fait une passe, ça se peut que les passes tombent carrément tout croche. Donc, c'est un jeu avec beaucoup de dés. Alerte à ceux qui aiment pas le hasard, c'est bourré de ça. Donc, un peu comme l'univers de Warhammer, là, on va brasser beaucoup de dés pour voir le résultat. Mais j'ai trouvé ça très thématique et très amusant. Donc, pour ma part, Blitzball fait en sorte que j'irai probablement jamais jouer au gros jeu Blood Bowl. J'aurais de toute façon pas les joueurs pour ça. Mais Blitzball, c'est facile à montrer, facile à jouer et ça a un petit goût amusant.
Le dernier jeu que je vais vous parler est un jeu que j'adore et c'est le jeu Under Falling Skies. Under Falling Skies est un jeu qui se joue uniquement en solo. Et oui, c'est un jeu solitaire. Et ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que le jeu vient avec un mode de campagne vraiment intéressant. Donc, alors, au départ, il était issu d'un concours de print and play. Donc, le jeu était disponible, on pouvait l'imprimer chez soi, mais on a essayé de faire une boîte. Et laissez-moi vous dire que dans cette boîte-là se trouve beaucoup de matériel. Donc, le mode campagne est très intéressant. On va faire des choix pour faire différentes missions qui vont changer un peu les mises en place de départ. Et c'est un jeu de gestion de dés. Donc, on va placer des dés et là, on va avoir un peu à la Space Invaders. On se le cachera pas, le thème est très présent. Donc, on va avoir des vaisseaux ennemis qui vont descendre et on va tenter de devoir les vaincre. Pour ce faire, on va devoir monter sur une piste également de recherche et on va également tenter de placer nos dés à différents endroits. Mais ce qui est intéressant, c'est le système de placement de dés. Parce qu'on va pouvoir placer un dé dans chacune des colonnes. Et la valeur du dé va vraiment nous donner des bonus intéressants, mais c'est également la valeur qui va faire descendre le vaisseau. Donc, si jamais je place un dé avec 3, je vais faire descendre le vaisseau de 3 cases. Mais il va falloir placer les vaisseaux à différents endroits stratégiques pour réussir à les détruire. Donc, ça fait en sorte que oui, il y a des dés, mais il y a beaucoup de façons de pouvoir altérer les dés, modifier les dés, et même qu'il y a des dés de couleur blanche qu'on va pouvoir, lorsqu'on va les placer, on va rebrasser nos autres dés. Ça va faire en sorte qu'on ne sera pas nécessairement pris avec un mauvais jet de dés. Ça reste un jeu vraiment amusant. Le mode campagne vient vraiment donner un gros boost à ce jeu-là en plus. Il faut nous offrir des décisions intéressantes et le tout dans un format solo qui passe très très bien. Donc Under Falling Skies est un jeu vraiment excellent. Donc c'est certain que si le moindrement les jeux solo vous intéressent, vous devez jeter un coup d'œil à ce jeu-là. Donc, ça fait le tour de mon throwback, 8 jeux que j'ai acquis l'an dernier, ainsi que mes expériences. Je veux savoir maintenant, vous, est-ce que vous avez joué à des jeux dans cette liste-là? Si oui, écrivez-le dans les commentaires. Gênez-vous pas d'ailleurs, si jamais vous allez en savoir plus sur un jeu en particulier, ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, si jamais vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, qu'attendez-vous? Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour pouvoir voir une petite notification lorsque nos vidéos vont arriver. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!